Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau Q&A. Alors aujourd'hui on a une tonne de questions et je suis super contente, en plus elles sont vachement cool. Donc on y va direct, c'est parti. La première question c'est, est-ce que c'est bien de faire du sport intensif le soir et jusqu'à quelle heure? Question très simple et réponse très simple et courte aussi. C'est bien de viser 2 heures avant le coucher max, juste pour permettre au système nerveux de revenir au calme. Ouais, du sport intensif, bien sûr. Je parle pas de yoga, surtout de yoga relaxant. Le yoga, on va pas faire un power flow, un truc trop intense non plus, juste avant le coucher. Mais si c'est du yoga relaxant, y a pas de souci de le faire un petit peu plus tard. Même beaucoup plus tard. Pas trop tard, mais tard. Donc voilà, ouais, 2 heures avant le coucher, et ça permet au système nerveux de revenir en mode repos. Deuxième question, est-ce qu'il y a une règle générale concernant le moment où on inspire et on expire pendant les mouvements de yoga? C'est une super question, une super question. Et oui, en général, on inspire quand on va vers le haut et qu'on déploie la cage thoracique. Et on expire quand on va vers le bas et où qu'on comprime la cage thoracique. Donc c'est une règle qui est plutôt... C'est pas une règle d'ailleurs, mais c'est... Oui, on va dire c'est une règle. C'est une règle qui est plutôt intuitive parce qu'on veut bouger en facilitant la respiration. Donc quand on s'ouvre, quand on ouvre la cage thoracique, quand on va vers le haut, quand on lève les bras, la cage thoracique prend plus de place et donc c'est logique d'inspirer l'air à ce moment-là. Et l'inverse, quand on va vers un Uttanasana, donc une flexion vers l'avant, quand on se penche vers l'avant, on comprime la cage thoracique et donc c'est plus logique, intuitif d'expirer à ce moment-là. Mais je dirais que c'est aussi parfois intéressant, et ça m'arrive des fois pendant mes cours, d'essayer de faire l'inverse, en fait, de faire l'inverse, et d'inspirer quand on comprime, et d'expirer quand on ouvre la cage thoracique, et de voir l'effet que ça a, du coup. Est-ce que ça a un effet? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est inconfortable? Ou est-ce que... parfois ça peut même paraître plus intuitif, ça peut être sympa aussi. Et j'aime bien aussi l'idée de ne pas toujours faire la même chose de la même manière, en fait, et d'introduire le plus de variété possible dans tout ce qu'on fait pour être prêt dans toutes les situations, en fait, dans toutes les situations de la vie. La vie ne suit pas de règles et nos mouvements ne suivent pas de règles, on fait juste ce qui nous paraît le mieux à un moment donné. Et du coup, j'aime bien l'idée de préparer le corps à toutes ces situations-là et d'avoir plein d'options ensuite dans la vie de tous les jours. Question suivante. Pourquoi ton enseignement du yoga est si différent des clichés, parfois réels? Tout à fait. Tout simplement parce que j'enseigne ce qui me parle, en fait. Parce que j'ai très longtemps été repoussée par le yoga à cause de ces mêmes clichés. Et quand j'ai découvert qu'il y avait plein d'approches différentes et que je pouvais les combiner et les remanier pour créer l'approche et la méthode qui me parle à moi, ça a été un game changer. Je suis tombée complètement amoureuse de la pratique et complètement amoureuse du fait de la développer à ma manière. Et voilà, maintenant je milite activement pour qu'un maximum de gens voient que le yoga, c'est pas uniquement patchouli et cristaux magiques, et que si on arrive à dépasser ça, on a accès à un monde de bienfaits potentiels incroyables. Voilà. Après, j'ai rien contre le patchouli et les cristaux magiques, bien sûr, c'est juste pas ma vibe. Alors, question suivante. Est-ce qu'il y a des exercices de yoga qui favorisent une bonne circulation sanguine, jambes lourdes, etc.? Ah ouais. La première qui me vient en tête, c'est Viparita Karani. Donc, c'est quand on est allongé avec les jambes relevées. Donc, les jambes qui peuvent être relevées contre un mur.
Et éventuellement aussi avec un bloc ou un coussin sous le bassin pour relever aussi un petit peu les hanches, pour avoir vraiment le 100% inversion, l'effet 100% inversion. Donc ouais, simplement ça en fait pour drainer les jambes, avoir les jambes en hauteur. C'est aussi une position que je prends régulièrement quand j'ai une baisse de tension. Et donc voilà, c'est une très très bonne position. C'est radical. Mais sinon, en général, les flows, en fait, juste bouger le corps en général, c'est toujours une bonne idée pour la circulation. Le corps aime le mouvement et quand on bouge dans un peu tous les sens, la circulation est boostée et stimulée. Donc voilà, en général, les flows et en particulier Viparita Karani avec les jambes en l'air. La deuxième question de la même personne, c'était: que fais-tu des pensées un peu intrusives ou liées à des préoccupations qui émergent pile dans les moments de calme et de relax? Les fameuses. Alors, ces pensées-là, je dirais que je les accueille. Je reconnais qu'elles sont là. Je reconnais qu'elles ont une fonction, une raison d'être. J'évite de les rejeter. Mais je les escorte gentiment vers la sortie, en fait, en me disant je peux y revenir plus tard si nécessaire. Et pour le moment, je préfère simplement me concentrer sur la respiration. Voilà. Je pense que c'est toujours mieux que de lutter, que d'avoir une approche un peu agressive, un peu frustrée, voilà, de se mettre en colère contre les pensées ou contre soi-même. Je préfère avoir cette bienveillance envers ces pensées, parce que bon, si elles sont là, c'est qu'elles ont une raison. Mais simplement leur dire que oui, c'est pas le moment. Et du coup, je reviens ensuite à la respiration ou à mon ancrage, à mon point d'ancrage du jour. Voilà, tu me diras si ça fonctionne. Question suivante. Y a-t-il un moyen plus adapté pour faire sa routine? Meilleur effet sur le métabolisme, moment idéal pour brûler les graisses, etc. Alors, honnêtement, non. Honnêtement, non, je ne pense pas. Bon, après, je ne m'intéresse pas vraiment au brûlage de graisse, c'est pas ma spé. Mais pour 90% des gens, en tout cas des gens qui font partie de mon public, on va dire, le meilleur moment pour faire sa routine, c'est quand on peut. C'est quand on peut s'y tenir tous les jours ou presque, que ça s'intègre bien dans sa vie. En fait, parce que, en tout cas, les gens qui m'écoutent en général, ils ont des vies bien remplies et le yoga, c'est pas leur passion première, tu vois, c'est pas quelque chose qu'ils veulent optimiser au maximum ou voilà, ils en font pas 3 heures par jour, c'est pas leur passion ultime, quoi. C'est juste c'est un moyen de se sentir mieux dans sa peau et de soutenir supporter, de prendre soin de soi, voilà, de prendre soin de soi. On va dire ça, tout simplement. Donc pour moi, voilà, ça sert à rien d'aller trop dans l'essai d'optimisation. Juste fais-le. Juste fais-le et fais-le aussi souvent que possible. Voilà. Après, il y a le fait que si c'est une routine dynamique, le matin c'est sans doute plus indiqué que le soir, parce que la routine dynamique, elle va t'aider à te gagner en énergie et te préparer pour ta journée. Et inversement, si c'est une routine plus relaxation, c'est toujours une bonne idée de la faire le soir pour préparer au coucher, pour préparer au downshift du système nerveux. Mais au-delà de ça, c'est du pinaillage. Voilà, c'est mon point de vue, en tout cas aujourd'hui. Ensuite, ma mère m'a souvent dit que les heures de sommeil avant minuit sont les plus importantes. Info ou intox? Et j'adore cette question. J'adore cette question parce que j'avais entendu la même chose souvent. J'avais entendu en fait que les heures avant minuit comptaient double. Et je l'avais remarqué chez moi aussi que quand j'allais me coucher plus tôt, vers 9-10 heures, je me sentais vraiment bien, beaucoup plus reposée le jour d'ensuite. Donc je me demandais si c'était vrai ou pas. Et alors, du coup, de ce que j'en sais, ce que la science dit, il y a une part de vrai à ça.
par rapport au rythme circadien. En fait, on est programmé pour avoir envie de dormir quand le soleil se couche et pour se lever avec lui. À la base, c'était ça. On n'avait pas d'éclairage industriel, pas industriel, artificiel, pareil. Donc on allait se coucher quand on voyait plus rien et on se levait quand on voyait à nouveau. Donc pour être en phase avec ces hormones, c'est mieux parce qu'on est programmé comme ça. On a la mélatonine qui monte à une certaine heure qui est en général vers 21h, 22h. Et l'adénosine aussi qui s'est accumulée au fur et à mesure de la journée depuis le moment où on s'est réveillé. Maintenant, le truc, c'est qu'avec les écrans et les éclairages artificiels, on a un peu bousillé nos hormones, dans le sens où on les rend confuses, en fait. On a toute cette lumière qui nous vient dans les yeux en fin de journée, et la mélatonine, elle ne sait plus trop où elle est, quoi. Donc, en gros, je pense pas que les heures avant minuit valent double. Je pense que c'est un peu un abus de langage, un abus de la science, ou simplement un abus de l'expérience qu'on a. Mais elles sont plus importantes dans le sens où, bien souvent, on a cette montée de mélatonine vers 21h et 22h, et on a tendance à lutter contre elle. On a tendance à lutter, non, je veux encore regarder un épisode, non, je veux encore jouer, non, voilà, je veux encore profiter de ma soirée, et on lutte. Donc pour moi, plutôt que de vouloir à tout prix dormir avant minuit, je pense que l'important, c'est d'apprendre à repérer cette montée de la mélatonine, cette sensation de fatigue qui arrive invariablement à un moment de la soirée, et d'aller se coucher quand elle est là plutôt que de lutter. Parce qu'en fait, elle suit une onde sinusoïdale, la mélatonine, c'est-à-dire elle monte et elle descend, elle monte et elle descend, elle monte et elle descend. Je sais plus exactement quel est le time frame, mais je pense que c'est genre tous les 90 minutes, un truc comme ça. Donc si on rate le train de la mélatonine qui monte vers 21h, 22h, bah, la prochaine, ce sera éventuellement 1h30 plus tard. Donc voilà. Ensuite, si on essaye de se coucher entre les deux, bah, on n'arrive pas à dormir, on tourne dans son lit, on stresse, on frustre, on pense à plein de trucs et on s'énerve tout seul et on n'arrive pas à dormir avant encore plus tard que la prochaine montée de mélatonine, parce que là, on est en état d'agitation. Donc voilà. Donc pour moi, c'est plus intéressant d'aller se coucher quand on sent la montée de la fatigue, et aussi d'avoir toujours, bien sûr, cette opportunité de sommeil, c'est-à-dire ce temps dans le lit de moins 8 heures. Voilà. C'est ça. Et donc, à mon avis, ça vient de là, en fait, ce mythe. Et je te remercie beaucoup pour cette question ça m'a fait vachement plaisir d'y réfléchir parce que j'adore. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. J'espère que vous aussi, du coup. Et je crois que c'est la dernière question qui est là. Ouais. Les pensées parasites sont-elles une fonction bénéfique ? Je pense que oui. Je pense que chaque pensée, chaque émotion nous a servi au moins un jour. Elles n'ont peut-être pas une fonction bénéfique maintenant, encore que, mais je pense qu'elles en ont eu une, en tout cas à un moment, sinon on les aurait pas. J'aime bien l'image du manteau d'hiver pour ça. En hiver, on a un manteau chaud, et le manteau chaud nous permet de survivre, de traverser l'hiver confortablement. Mais quand vient l'été, il nous encombre. Et parfois, on n'arrive pas à se défaire de ce manteau d'hiver. Donc là, voilà, je repars avec mon image de la pensée qui est parasite, qui nous sert pas. Donc, plutôt que de penser que que le manteau d'hiver est intrinsèquement mauvais, qu'il faut s'en débarrasser, qu'il faut le repousser, plutôt que d'avoir cette attitude de rejet, et un peu comme tout à l'heure avec les pensées intrusives pendant les moments de relaxation, plutôt d'essayer d'avoir cette violence en soi, j'aime plutôt l'idée de dire gentiment que merci, tu as rempli ta fonction, maintenant tu peux partir, en gros. Donc si je pense par exemple à mes pensées anxieuses. Mes pensées anxieuses m'ont protégée quand je me sentais légitimement en danger. Sans doute quand j'étais très très jeune et que j'avais pas les moyens de me défendre. J'ai commencé à avoir peur de ci, de ça.
Et je les ai gardés avec moi, en fait, comme un manteau d'hiver dont on ne sait pas se débarrasser. Mais le truc, c'est que maintenant, je suis adulte, j'ai la capacité de me protéger toute seule. Euh, donc, j'essaye de les approcher avec cette compassion, avec cette bienveillance, en fait, de dire merci, merci beaucoup d'avoir été là quand j'avais besoin de toi. Euh, J'accepte ces pensées, j'accepte ces émotions, je reconnais leurs fonctions et j'essaye de les laisser partir. Et voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve que cette attitude plus douce me sert plus que d'avoir cette colère en moi et cette frustration et d'avoir ces pensées dont j'arrive pas à me débarrasser à tout prix. Je préfère, je préfère les accueillir avec douceur, en fait. Et voilà, je pense on a tous besoin d'un peu plus de douceur en général. J'espère que c'est utile. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ces réponses à vos questions. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres. Merci, merci beaucoup pour toutes ces questions. Elles sont vraiment super. Et voilà, je vous dis une très bon reste de journée, quelle que soit l'heure qu'il est chez vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta, Facebook, même par mail ou sur Everfit. Je suis toujours ravie de discuter avec vous. Merci, au revoir.